La Russie a-t-elle une stratégie de l'après-Daesh? Tout d'abord, je voudrais remarquer que la lutte contre Daesh n'était peut-être vraiment pas un point de repère fondamental pour la Russie dans sa présence en Syrie. La Russie a commencé son engagement dans le conflit syrien pour tout un tas d'autres raisons et il a lancé son intervention militaire pour d'autres considérations. Après, les Russes ont beaucoup communiqué sur le fait qu'ils luttaient contre Daesh. Effectivement, ils faisaient des frappes contre Daesh, mais les priorités russes et le contexte de l'engagement russe, c'est pas vraiment Daesh ou lié fondamentalement à Daesh. Donc la question de la stratégie de l'après-Daesh, à mon avis, elle se pose avec beaucoup plus d'acuité pour les Occidentaux qui ont conditionné leur engagement militaire par la lutte contre Daesh. Et aujourd'hui, quand Daesh est écrasé en Syrie, là, il y a une véritable question pour les Européens et les Américains. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste toujours en Syrie? Parce que la justification de notre présence en Syrie, c'était la lutte contre Daesh. Et si on parle de la stratégie russe en Syrie, on peut dire que de manière générale, l'action russe en Syrie ne répond pas à une véritable stratégie régionale détaillée et englobante. Donc, il n'y a rien vraiment de comparable, par exemple, au Grand Moyen-Orient de George Bush. L'action russe en Syrie, c'était souvent de la réaction, de la gestion d'imprévus et de l'improvisation. C'était une réaction, par exemple, à ce qui s'est passé en Libye et qui a beaucoup dérangé les Russes. C'était de l'improvisation et juste pour vous donner un exemple de cette improvisation-là, est-ce que vous vous souvenez comment a été conclu l'accord sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien? En 2013, les Occidentaux accusaient Bachar al-Assad d'avoir perpétré des attaques chimiques contre sa population et il proférait des menaces de frappe contre le régime syrien. Et le 9 septembre 2013, le secrétaire d'État d'époque des États-Unis, John Kerry, a dit que le seul moyen pour la Syrie d'échapper à ces frappes, c'est de démanteler complètement son arsenal chimique, mais ce n'est pas du tout réaliste, la Syrie ne va jamais le faire. Et les Russes l'ont piégé au mot près. Ils ont tout de suite rebondi, ils ont proposé un accord sur le démantèlement de l'arsenal chimique nucléaire qui a tout de suite été accepté par les Syriens. Et l'accord a été conclu, il a été scellé par une résolution de l'ONU et l'arsenal chimique syrien a été démantelé. Euh, un autre exemple de réaction vraiment de cette caractéristique de l'action étrangère russe, l'intervention militaire en Syrie, c'était aussi en quelque sorte une réaction à l'enlisement en Ukraine. Donc, quel était cet enlisement-là? Après l'annexion ou l'attachement, comme vous voulez, de la Crimée en 2014, les Russes ont voulu continuer développer ce succès-là et développer un mouvement séparatiste pro-russe à l'est de l'Ukraine. Donc l'objectif, c'était au moins de s'accaparer de toute la partie est de l'Ukraine et pourquoi pas instaurer une forme de contrôle sur toute l'Ukraine. Or, ce mouvement séparatiste pro-russe était un échec. Et ce mouvement s'est enlisé, et il a été confiné dans des petites régions, dans des petites portions de la région de Donetsk et de Lugansk. Et la situation militaire a été bloquée aussi par le soutien occidental au régime de Kiev. Et donc pour rebondir sur cet enlisement, puisqu'il n'était plus possible d'avancer les pions en Ukraine, les Russes ont lancé leurs troupes en Syrie. Mais mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de priorité ou de considération d'ordre stratégique bien articulé qui structure la présence russe en Syrie, qui structurait, qui structure toujours. Je pense qu'au moment de l'intervention militaire russe, la priorité c'était de garantir la continuité territoriale du régime russe et de tester les armes russes en conditions de combat, ce qui n'a presque jamais été fait auparavant. Donc tester ces armes russes pour mieux les vendre à l'étranger. Aujourd'hui, donc à l'heure actuelle, quand Daesh est écrasé, on peut dire qu'il y a plusieurs priorités stratégiques pour la Russie en Syrie. Tout d'abord, il s'agit de maintenir la position prépondérante de la Russie en Syrie. Et pour ça, il faut d'abord préserver à tout prix le format d'Astana, qui peut potentiellement exploser.
Donc le format d'Astana, c'est un format très intéressant et la véritable prouesse de ce format, ce n'est pas tant de fournir un format alternatif pour parler de Genève, mais c'est surtout de réunir à la même table de négociation la Russie, la Turquie et l'Iran, qui ont tous les trois des visions très différentes de ce qui doit se passer en Syrie. Donc aujourd'hui, ce format d'Astana, il peut potentiellement exploser parce qu'il y a la concurrence entre les Russes, les Turcs et les Iraniens. Et peut-être pour les Russes, l'intérêt, c'est aussi d'inclure d'autres acteurs dans ce format-là. Par exemple, les États européens qui sont dissidents de la ligne prônée par la France et la Grande-Bretagne, qui consiste à dire non, on ne parle pas au régime syrien, on ne participe pas à la reconstruction syrienne. Les Russes seraient peut-être intéressés d'y inclure la Chine, mais surtout les États-Unis en développant leur relation particulière avec Donald Trump. Et ça, ce serait un triomphe de la diplomatie russe. En ce qui concerne le régime syrien, je pense que la priorité pour les Russes, c'est de s'assurer qu'ils ont le contrôle sur ce régime-là, parce que ce régime, il semble obéir davantage aux Iraniens qu'à la Russie. Et pour cela, la Russie doit s'assurer du contrôle des infrastructures critiques de ce pays-là. Et par exemple, en 2018, les Russes et les Syriens ont conclu le contrôle en accord selon lequel les Russes ont le droit exclusif, pardon, excusez-moi, d'exploiter le gaz et le pétrole syrien. Donc, les Russes ont ces priorités-là et peut-être qu'il s'agit aussi pour les Russes de gérer ou en tout cas avoir son mot à dire dans la reconstruction de la Syrie. Parce que la Russie, et ça peut paraître paradoxal, n'est pas dans une position de force dans ce dossier-là. La reconstruction de la Syrie, ça implique quoi? Ça implique de reconstruire des routes, des bâtiments à un prix raisonnable et en qualité acceptable. Ça implique de ramener des vêtements, tout un tas d'objets d'usage courant, reconstruire l'industrie alimentaire, faire le déminage. Or, quand on regarde la spécialisation de l'économie russe, on voit très bien que c'est une économie qui est axée sur l'exportation des armements et des centrales nucléaires. Donc la Russie ne sera pas vraiment en mesure de répondre à ce besoin-là et de participer pleinement à la reconstruction de la Syrie. Et là, il y a un problème parce qu'il y a un acteur qui, si jamais il se donne les moyens et l'ambition, qui va écraser tout le monde, et c'est la Chine. Et aujourd'hui, la Chine s'intéresse au pour libanais, peut-être dans cette optique-là. Donc pour les Russes, il s'agit de gérer en douceur cette reconstruction de la Syrie. Ils ne sont pas en position de force pour pouvoir toujours avoir son mot à dire, leur mot à dire. Notre priorité pour les Russes, c'est peut-être d'éviter une catastrophe et limiter la casse, parce qu'il y a plusieurs scénarios de catastrophe aujourd'hui en Syrie. C'est l'assaut des forces de régime de Bachar el-Assad et des Iraniens sur Idlib, alors que les Russes et les Turcs ont conclu un accord sur Idlib, selon lequel les Turcs devaient faire le ménage dans cette zone-là et éliminer les djihadistes armés. Or, les Turcs n'ont pas réussi à le faire. Et aujourd'hui, peut-être que Bachar el-Assad ne va plus obéir aux Russes et lancer une attaque d'envergure contre cette région-là. Peut-être que le régime va utiliser les armes chimiques. Et là, les Européens se sentiront obligés d'intervenir militairement. Les Turcs se sentiront obligés d'intervenir militairement. Et les Russes seront impliqués pour protéger leur partenaire Bachar el-Assad. Et donc là, on a quelque chose qui ressemble au scénario catastrophe de 1914 en Europe.